Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver et pour ce nouveau Buzz TV. Nous sommes partis pour une nouvelle semaine, c'est lundi et deux invités aujourd'hui pour le prix d'une. L'une est la psy qu'on rêverait tous d'avoir avec nous, bienveillante, douce, à l'écoute, compréhensive. J'arrête là avec les adjectifs pour la décrire. Ça fait déjà 3 saisons qu'elle associe des couples dans Mariée au premier regard. Et l'autre, vous allez la découvrir dans quelques instants, une jeune femme de 26 ans, éducatrice spécialisée qui, après plus d'un an de célibat, est bien déterminée à rencontrer le grand amour sur M6. Bonjour Mélina, bonjour Estelle Dossin. Merci d'être avec nous, on est ravis de vous avoir ce matin. La suite de la saison 5 de Mariée au premier regard, ce sera ce soir, c'est l'épisode 2, c'est ça Sarah, oui, avec la spécialiste oui, sur M6. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, on va parler évidemment de l'émission. Pour cette émission de dating, pour ce concept, imaginons les gens qui habitaient sur une île déserte, sur Mars, partout pendant 4 ans, qui ne savent pas ce qu'est cette émission, ils vont zapper ce soir. Sur quoi ils vont tomber, Estelle? Ils vont tomber sur 2 couples formidables et ils vont se dire mais comment ça se fait qu'on a atterri sur une île déserte alors qu'on devrait être à Grance en train de se marier, tout simplement. Alors évidemment, c'est une émission de dating avec des gens qui cherchent l'amour et qui se marient sans s'être vus avant, c'est ça? Alors Nicolas, non, c'est pas une émission de dating. Moi, je propose Vous pas. Vous n'aimez pas dating? Non, c'est une émission de wedding plutôt alors? C'est pas rencard au premier regard, c'est marié au premier regard. Attention, parce que la démarche n'est pas la même et ça fait toute la différence. Parce que une des grosses variables que l'on évalue pour pouvoir établir des compatibilités, justement, c'est la motivation. Donc les personnes, les participants qui souhaitent participer à l'expérience doivent vraiment être conditionnés et c'est un engagement, donc c'est pas du tout un rencard. Bon, c'est sûr que c'est un petit peu comme si vous alliez à un rencard parce que vous ne connaissez pas votre promis. D'où le côté dating malgré tout. Mais voilà, mais personne ne va à un rencard avec toute sa famille et monsieur le maître. Et habillé avec une robe blanche, voilà, comme vous l'avez fait dans la première émission, Mélina. C'est votre première interview, bienvenue. J'essaie de pas trop vous effrayer ce matin. Juste une question avant qu'on entre dans le vif du sujet. Pourquoi avez-vous décidé de vous présenter cette année? Est-ce que vous aviez regardé, j'imagine, les premières saisons? Alors j'avais effectivement regardé les saisons précédentes, ouais, et c'est vrai que de base c'est pas une expérience où je pensais vraiment m'y investir et participer même à cette expérience-là. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me suis dit mais pourquoi pas faire confiance à la science et notamment aux experts, parce que vraiment je me suis dit bon, je suis à un stade de ma vie où je n'arrive pas à trouver moi-même quelqu'un qui me correspond. J'avais ce goût assez prononcé pour cet engagement qui est le mariage. J'avais besoin de me lancer dans une expérience où sérieuse, effectivement, ouais, où ça pouvait aboutir à quelque chose vraiment de sincère, où je pourrais éventuellement construire quelque chose sur la durée. Et le mariage représente vraiment, correspondait à mes attentes. Et voilà, le fait de consacrer mon avenir sentimental aux experts, en l'occurrence Estelle et Pascal, c'était vraiment pour moi l'occasion de... Voilà, je me suis dit, allez, je me lance et puis pourquoi pas trouver la personne avec qui je pourrais faire ma vie. Et on va voir, ça, si vous l'avez trouvé, cette personne, ou pas d'ailleurs, c'est tout le suspense, on est en direct, je le rappelle, sur Figaro Live, sur tvmag.com et la page Facebook de TV Magazine sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions à nos invités. N'hésitez pas, êtes-vous des fidèles de Mariée au premier regard? Est-ce que vous regardez cette émission avec attention? Est-ce que vous pensez que amour et science font un bon mariage? N'hésitez pas, vos questions, vos remarques, et nos 2 invités, évidemment, y répondront après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Bonjour Sarah. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. En pleine forme aujourd'hui. Oui. On entendre votre émission préférée. Voilà, je peux dire que Sarah a son plaisir coupable, non coupable d'ailleurs maintenant, ouais, totalement assumé, revendiqué, ouais, de regarder Mariée au premier regard. Tous les lundis. Voilà. Ne pas déranger. Il ne faut pas appeler Sarah à 21h le lundi, elle ne répond plus. On parle des news médias tout de suite avec les audiences de ce week-end. On s'est intéressé à samedi, à vendredi. Ah non, à vendredi, évidemment. Car ce soir-là, c'était le lancement de Koh-Lanta, la nouvelle saison qui s'appelle Les Armes Secrètes. C'est un très bon retour puisque plus de 5 700 000 fans étaient au rendez-vous vendredi soir sur TF1, ce qui représente plus de 27% du public, donc un très joli score. France 2 résiste bien tout de même grâce à Tropique Criminel avec Sonia Rolland, 4 200 000 fidèles et 16% de part d'audience. Et M6 ferme la marche du podium avec NCIS, 3,5 millions de téléspectateurs comptabilisés et 13,4% du public. Et le flop,
et signé Canal+, qui retransmettait la 46e cérémonie des Césars. Eh bien, le spectacle très politique et militant qui s'est déroulé vendredi soir n'a pas convaincu. Seulement 1 600 000 personnes et 9% du public. C'est le pire score de l'histoire des Césars depuis 10 ans. Alors évidemment, on ne se réjouit jamais de flop, mais là, pour le coup, il était un peu mérité. Vous avez regardé les Césars, cette cérémonie. Vous avez vu, j'imagine, des extraits, cérémonie ultra militante, poétique. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est la place du cinéma, pour vous, par exemple, qui êtes, j'imagine, des fans de cinéma, de cette tribune-là, au lieu de célébrer simplement les films. Estelle? Je pense que... j'ai regardé un petit peu, je pense que ce qui ressort, c'est à la fois un grand amour pour le cinéma, quelque chose de très passionné, et la passion, étymologiquement, ça veut dire la souffrance. Et là, ce soir-là, on a vu à quel point c'est une profession en souffrance qui mérite le soutien de tous. On est tous derrière eux, on crève d'envie que les cinémas réouvrent, que les théâtres ouvrent, que tout rouvre en fait. On crève d'envie de recommencer à vivre. Donc il faut de la patience, du soutien, de la solidarité. Et je pense que les Césars, cette année, étaient représentatifs de ce que toute la population vit aujourd'hui. Mélina, pareil pour vous, vous avez vu des petits bouts, des extraits. Ça vous choque quand une comédienne comme Corinne Massiero arrive nue sur scène et met, le cinéma est à poil, par exemple? Oui, après c'est vrai que je rejoins ce que Estelle Dossin vient de dire. Je pense qu'on est tous impatients de reprendre une vie normale avec l'accès à cette culture, au cinéma. Ça vous manque aussi, oui. Ça manque énormément. Et puis c'est vrai que ça permet quand même de divertir les gens, d'apporter vraiment beaucoup de choses à travers le cinéma en règle générale. Donc oui, j'ai hâte aussi que tout revienne comme avant. On est nombreux dans ce cas-là, je vous rassure. On continue, Sarah, avec Télématin, l'émission mythique de France 2 qui est sur la sellette. Oui, c'est une information du Parisien sortie ce week-end. La direction de France Télévisions réfléchirait à changer le format de la matinale de France 2. L'animateur Laurent Bignola serait écarté au profit de Samuel Etienne, la nouvelle star de Twitch, évidemment, dont le nom est évoqué parmi d'autres pour le remplacer. Alors cette nouvelle, c'est pas vraiment une surprise, parce que cela fait un moment que des rumeurs courent sur l'avenir de la matinale. Depuis le départ du matinalier historique William Lémergie, c'était en 2017, eh bien, les audiences ont baissé de 20%. Ah oui, rien que ça. Ouais. Vous ne regardez pas la télé, j'imagine, le matin, vous avez tout un travail. Le reste du temps, quel genre de téléspectatrices vous êtes toutes les deux? Qu'est-ce que vous regardez? Je vais commencer par Mélina. Vous regardez quoi, la série? Des fictions, des divertissements, des documentaires, de l'info? Ou est-ce que vous êtes très plateforme, comme beaucoup de gens aujourd'hui, Netflix, Amazon, tout ça? Alors c'est vrai que comme la plupart des jeunes, je suis quand même assez axée sur les plateformes Netflix, avec les séries, effectivement, tout ce qui est divertissement, plutôt comédie, parce que j'aime beaucoup rire, et c'est vrai qu'en cette période compliquée, j'ai vraiment envie de choses qui divertissent et qui puissent redonner le sourire le temps d'un film ou d'une série. Après, de manière générale, j'essaie quand même de rester... on va dire de me concentrer à faire attention à la culture en règle générale, tout ce qui peut se passer actuellement de manière globale. Après, c'est vrai que j'ai une dynamique qui fait que mon travail me prend beaucoup, et puis mon activité, notamment le sport qui me permet aussi... Donc j'essaie un petit peu de tout concilier, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai beaucoup la tête à la diffusion de la saison 5 de Marie au premier regard. Effectivement. Estelle, vous, quel genre de spectatrice alors moi, je suis un peu moins jeune que Mélina. Ouais. Et vous êtes quand même plateforme ou pas? Oui, je regarde beaucoup les chaînes d'infos, je regarde aussi beaucoup de séries sur les plateformes, mais alors là, je viens de découvrir une super chaîne qui s'appelle Culture Box. Et puis aussi, chaîne éphémère lancée par France Télévisions pour promouvoir toute la culture. Ouais. C'est vraiment hyper intéressant, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis aussi, je dois avouer, je suis archi fan de Top Chef. Ah, évidemment, c'est sur M6. Mais ce n'est pas un plaisir coupable, Top Chef. Vous avez un plaisir coupable, Mélina, en télé? Quelque chose que vous regardez, vous avez un peu honte et vous allez nous l'avouer aujourd'hui. Allez, il y a eu une petite émission, un truc, non? Top Chef, c'est vrai que j'aime beaucoup aussi parce que rien que la beauté de la nourriture, je veux dire, c'est au niveau du visuel. Ça donne envie de manger. Ça donne envie, vous êtes dans votre canapé, ça donne envie de grignoter, oh là là, on se retient, mais c'est vrai que ça réveille un peu les papilles. C'est ça qui rend le truc coupable. Moi, c'est ce que je grignote pendant que je regarde Top Chef. Voilà. C'est ça, Enfin, on prend des kilos en regardant Top Chef. Voilà. C'est terrible avec cette émission. Et c'est encore pire avec le meilleur pâtissier qui arrivera à la rentrée. On termine, Sarah, avec le tacle sévère de Gérard Jugnot sur les Césars. Ouais, c'est l'une des images aussi de ce week-end. Le comédien était présent vendredi soir à l'Olympia pour la cérémonie des Césars, puisqu'il recevait le César d'honneur avec la troupe du Splendide. Et le lendemain matin, il était invité sur RTL
RTL et il est revenu sur l'événement et il n'a pas caché son embarras face à certaines séquences de l'émission. Regardez. Oui, mais ça aurait pu être militant et politique avec un peu de légèreté et d'humour. C'est ça que je reproche plutôt, parce que c'est vrai qu'on souffre, hein, mais bon, on n'est pas les seuls. Il ne faudrait pas faire croire aux gens qu'il n'y a que les artistes qui souffrent dans cette période. C'est quand même pas que la faute du gouvernement s'il y a un virus de merde et que c'est compliqué quand même. Hein. La France, c'est un pays compliqué. Donc je trouve que ça manquait un peu c'était sévèrement... ça manquait sévèrement de légèreté, quoi. Alors, vous l'avez rappelé tout à l'heure, lors de la cérémonie, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, et le gouvernement en ont pris pour leur grade. Corinne Maziero s'est par exemple déshabillée pour interpeller Jean Castex sur la situation des intermittents. Absolument, on en a parlé, et avec le résultat d'audience dont on parle. C'est fini pour les news ce matin ? C'est terminé. Je relais les questions des internautes C'est maintenant. Parfait. L'antenne est à vous, évidemment. Nous sommes en direct avec Estelle Dossin et Mélina, les candidats de Mariée au premier regard. On attend toutes vos questions. À tout de suite. Mariée au premier regard, c'est la saison 5, c'est ce soir sur M6, 14 célibataires, 7 hommes, 7 femmes qui cherchent l'amour. Estelle, juste une petite question avant de commencer, puisque on est au 2e épisode, hein, ça a commencé la semaine dernière. Les petites nouveautés de cette saison par rapport aux précédentes, j'ai l'impression des candidats un peu plus âgés que dans les saisons d'avant, c'est ça ? Oui, nous avons 2 candidats qui ont plus de 40 ans et qui sont parents. Et c'était la grande nouveauté cette année, c'est de trouver des compatibilités entre des personnes plus âgées aussi, qui sont représentatifs d'une grosse frange de la population qui est célibataire aujourd'hui et qui a du mal à retrouver l'amour après l'avoir fait, après avoir fondé une famille, etc. Pour certains qui veulent encore des enfants et pour d'autres qui n'en veulent plus. Mais en tout cas, bon, voilà, quand on arrive sur le marché du dating et de l'amour, on n'est pas tout seul. Absolument. Vous avez vu, vous avez dit dating. Hein. Même vous y revenez. Oui, c'est pour que vous compreniez, Nicolas. Absolument. Quelle autre nouveauté ? Alors, des jumeaux aussi cette année ? Absolument, des jumeaux. Alors, ce n'est pas la première année qu'on a des fratries qui souhaitent participer à l'expérience. Mais cette année, on a trouvé des compatibilités avec un couple de jumeaux qui s'est présenté. Ok, on a hâte de voir ça. Mélina, il y a un Français sur 3 qui est célibataire en France, ou une Française sur 3 dans votre cas. Est-ce qu'aujourd'hui, au temps vous nous avez parlé de vos motivations tout à l'heure, pourquoi vous aviez accepté de faire l'émission, est-ce qu'aujourd'hui, au temps du Covid, j'imagine c'est encore plus compliqué de rencontrer les gens. Quand vous avez fait votre candidature, on était à quel moment de la crise sanitaire ? Vous étiez dedans ou pas dedans ? On était au tout début, il me semble. En mars, avril, c'est ça ? Oui, en fait, on a... Les inscriptions ont commencé quelques mois avant les premiers contacts que la production a établis avec les participants. Et on a réussi à terminer le premier atelier juste avant le confinement. Donc on a eu énormément de chance au niveau du tournage. Et du coup, pour vous, est-ce que vous êtes limite contente d'être tombée cette année parce que c'est évidemment plus difficile, j'imagine, avec le Covid, où les interactions sociales entre les gens sont plus compliquées, non ? Alors, je suis très contente dans la mesure où je me rends compte de la chance que j'ai eue, en fait, de vraiment, grâce à la production, grâce aux experts, etc., d'avoir pu me marier en cette crise sanitaire, parce que je réalise davantage qu'effectivement, non seulement on m'a trouvé un homme compatible. En ça, effectivement, même avant la crise sanitaire, j'avais un souhait très prononcé de m'engager, d'avoir une relation sérieuse. Et là, je réalise davantage que malgré toutes ces restrictions sanitaires, je suis encore plus chanceuse d'avoir pu le rencontrer. Et on l'a vu sur les images, hein, Yannick, hein, très sportif, beau gosse, absolument parfait. Comment ça s'est passé entre vous ? Enfin, comment ça s'est passé ? D'abord, juste un petit mot, que recherchiez-vous ? Après, je poserai la question à Estelle sur la façon dont sont sélectionnés les profils. Que recherchiez-vous, vous ? Est-ce que vous aviez un profil type très très précis ou est-ce que c'était un peu vague ? Dites-nous tout. Alors moi, je suis une personne, je le dis, je le revendique, je suis assez exigeante avec moi-même et par ce fait-là, je suis aussi exigeante avec les autres. J'avais beaucoup d'exigences, effectivement, autant sur le plan physique que psychique. C'est vrai que physiquement, voilà, je voulais quelqu'un de grand, charismatique, qui avait une certaine prestance, parce qu'on ne va pas se cacher que le physique est important. Bien sûr, absolument. Surtout de se marier au premier regard, c'est quelque chose pour moi qui était assez important. Mais pas que, j'insistais beaucoup sur la personnalité, notamment le caractère. Parce que moi-même, je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas. Malgré que j'ai 26 ans, c'est vrai que
je sais où je voulais aller. Donc, j'avais vraiment dressé un portrait qui était très très précis à travers les ateliers. Est-ce qu'il y avait écrit beau métis apprécié ou pas dans vos trucs? Alors non, mais effectivement, non, c'était pas, je suis quand même une personne qui prône la mixité, le métissage, et c'est vraiment voilà un petit goût prononcé pour une personne de couleur. Après, la culture aussi, je sais que j'aime beaucoup le côté joie de vivre, etc. Après, je n'avais pas forcément j'avais pas forcément de préférence métisse ou non. D'accord. Après, c'est vrai que c'était une petite préférence parce que voilà, j'aime les Antilles, j'aime les Caraïbes et j'aime la culture encore une fois et la joie de vivre et tout ce que ça peut renvoyer de positif. Après, c'est vrai que voilà, les valeurs étaient très très importantes et j'avais besoin de quelqu'un qui partage mes valeurs avant tout et ma sincérité. Alors, le taux minimum de compatibilité, c'est 70%, je crois, c'est ça, Estelle, pour qu'il y ait match, en l'occurrence, pour que vous puissiez proposer à un couple de se marier. Quels sont les différents tests, justement, on ne va pas rentrer dans les secrets absolus, mais les tests, c'est quoi pour évaluer ces taux de compatibilité? Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez la recette du coca? Oui. Ouais, nous, c'est juste après. Non, arrêtez. C'est un secret, c'est le secret le mieux gardé de la télé. Absolument. D'accord. Alors, il y a toute une batterie de tests. Si je ne peux pas déjà vous donner la liste des tests. Je peux juste vous dire que ce sont des tests qui sont étalonnés et validés d'un point de vue statistique. Ce sont des tests qui sont qu'on appelle des tests des Big Five, c'est-à-dire qui évaluent les 5 traits de personnalité majeurs. Et puis à côté de ça, on a énormément d'autres tests, dont le test olfactif, le test physique aussi, parce que c'est très important. C'est quoi olfactif? Olfactif, c'est le test du t-shirt. Donc d'accord, ok. Voilà. L'attirance par les odeurs. Okay. Et puis, il y a aussi des entretiens cliniques qui sont assez poussés, au cours desquels on recueille énormément d'informations sur la personnalité, les attentes, les motivations, etc. de nos participants. Donc, il y a vraiment énormément de variables qui sont prises en compte. Et tout ça, c'est... Vous les passez à la moulinette, et puis on ressort un chiffre. C'est plutôt au shaker. 70. Et puis voilà. Quel est le taux de compatibilité le plus fort que vous ayez eu dans l'histoire de cette émission pour le moment? 84%. 84 Ah oui, et ça c'est le maximum, d'accord. Oui. C'est déjà pas mal. Bah, bien sûr. Et alors attention. Non, mais j'imagine. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'intéresse. Enfin, les journalistes posent souvent la question du taux de pourcentage. Ouais. Et moi, je dis toujours, faites attention parce que ce qui compte beaucoup aussi, ce sont les pourcentages restants, parce que c'est là que se nichent les schémas de répétition et les conduites d'auto-sabotage, et c'est là que les couples dysfonctionnent. Donc c'est là qu'on intervient principalement quand ça commence un petit peu à aller moins bien qu'au départ. Mélina, vous étiez à combien, vous, avec Yannick? 77%. Ce qui est déjà un taux assez élevé, en tout cas. C'est-à-dire 3/4 de compatibilité. Sarah, on va prendre des questions. Je vois que ça arrive par paquet. Nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine. Et j'ai une question de Damien. Estelle, un des couples formés cette saison attend déjà un enfant. Les experts sont-ils surpris? Surpris qu'il y ait déjà un enfant? Oui, par cette grossesse. Oui. Est-ce que vous avez été surpris ou ça fait déjà un an qu'ils se sont rencontrés, donc c'est possible. Oui, depuis septembre. Les mariages ont eu en septembre. Oui, les mariages ont eu en septembre. Surpris, oui et non. Surpris dans le bon sens du terme, absolument. C'est toujours une nouvelle exceptionnelle, un enfant qui arrive, donc on est effectivement très content. Après, en termes de timing, ça leur appartient. Hein. Mais c'était c'était un accident ou c'était voulu? Ah ben ça, il faudra leur demander. Les internautes sont très curieux. Hein, vous savez, moi je participe, donc j'établis des compatibilités et je fais en sorte que les gens se rencontrent et qu'ils se marient et que ça se passe bien. Mais après, ils se débrouillent. Je dis toujours, et Mélina est là pour en témoigner, l'expérience commence J2. Moi, je les amène à la mairie et après, je ne suis pas dans la chambre à coucher. Auquel cas, je pourrais peut-être vous répondre. Mais en tout cas, ils doivent se débrouiller comme n'importe quel couple. Évidemment, on les accompagne après. On est tout le temps là, un peu trop des fois. C'est jamais assez. Ce ne sont pas les premiers enfants de l'émission. Hein. Non, il y en a déjà eu 3. Quelques-uns, oui. Dont la dernière, Victoire, qui est née le 18 janvier, la petite fille de Vivien et Charline.
Absolument. Le record de L'amour est dans le pré, qui est sur votre chaîne, va être compliqué à battre. Ils sont à combien? À 50, 60 ans? Oui, mais Ah ils sont à 15 saisons, attention. Ils sont à 15 années. Ils sont à 15 années. Mais c'est vrai qu'ils prennent, ils prennent pas mal d'avance, en tout cas. Alors, il y a une question, évidemment, qu'on se pose tous quand on regarde l'émission. Et moi, c'est la question chez moi, dans ma famille, que tout le monde se pose, c'est mais comment la candidate va-t-elle l'annoncer à ses proches, notamment ses parents, évidemment, parce que c'est le plus difficile. Comment ça s'est passé dans votre cas, Mélina? Est-ce que vous avez vraiment la boule au ventre avant de leur annoncer? Alors effectivement, moi j'avais la boule au ventre avant de leur annoncer. C'est un sujet qui me suscitait beaucoup de stress et d'anxiété parce que c'est pas rien et c'est quand même une expérience qui est hors norme, qui est incroyable, mais qui est quand même pas banale. Donc du coup, ça a été un petit peu difficile. Et voilà, j'ai quand même eu la chance d'avoir eu mes parents à mon mariage, mais on a toujours cette crainte et cette appréhension, effectivement. Ils ont essayé de vous dissuader, de vous dire non, le fais pas, ou essayer de... Non, il y a eu ça ou pas? Il y a eu de la dissuasion. Après, c'est vrai que j'ai souhaité vraiment faire cette expérience jusqu'au bout en m'écoutant moi. Voilà, moi et que moi, pour une fois, parce que effectivement, je ne voulais pas être... parasité par des avis qui pouvaient être négatifs. Et on a toujours des avis extérieurs qui sont positifs, négatifs. Et c'est difficile en fait de s'écouter sur la totalité de la durée, à savoir l'annonce d'une compatibilité jusqu'au mariage. Il y a beaucoup de temps qui s'écoule, il y a eu le Covid et la crise sanitaire. Oui, il y a le temps de réfléchir, il y a le temps de tergiverser. Vous avez le temps d'avoir beaucoup de doutes, mais j'ai tenu et j'ai écouté vraiment ce que j'avais au fond de moi et ce que mon cœur me disait et j'ai foncé. Ça a été plus difficile avec votre grand-mère ou pas? Non, ça a été plus simple avec ma grand-mère puisque j'ai des liens qui sont très forts avec elle et elle était dans la confidence depuis le début. Oui, vous vouliez absolument qu'elle soit à votre mariage. Oui, effectivement. C'était très très important qu'elle soit là avec mon grand-père et j'ai eu la chance de les avoir à mon mariage et j'en suis reconnaissante. Vous seriez allé au bout si l'un de vos parents ou grands-parents n'avait pas voulu, avait dit Mélina, moi je ne veux pas y assister. Oui. Vous l'auriez fait quand même? Oui, totalement, puisque c'est un choix que j'assumais moi-même. En fait, c'était un choix que je prenais pour ma vie. Mon mariage, mon mari, voilà, c'est ma vie que j'étais en train de construire à ce moment-là. Donc, pour moi, il était hors de question que même si, voilà, que je change d'avis. Vous n'alliez pas au bout, non, en tout cas. Estelle, c'est violent, évidemment. C'est un choc aussi pour les candidats. Mais pour la famille et l'entourage, psychologiquement, comment c'est un choc terrible, non? Ah oui, absolument. Alors là, c'est bien là qu'on voit que l'émission n'est pas qu'une émission, c'est aussi une expérience et que rien n'est scénarisé. C'est-à-dire que les familles réagissent avec les moyens dont ils disposent. Donc des doutes, de la retenue, effectivement, des questions, parfois de la dissuasion, en disant mais est-ce que tu es vraiment sûr? Et puis certains ne connaissent pas du tout l'expérience, enfin bon, c'est très compliqué. Dans le cas de Yannick et Mélina, alors les mamans sont un petit peu plus âgées que certaines autres mamans, et puis elles ont quelque chose de caractéristique aussi, ça s'est vu à la mairie. Magali et Gabrielle sont deux femmes avec des fortes personnalités qui ont énormément de points en commun, à savoir qu'elles sont extrêmement protectrices. Et forcément, ça se manifeste par une attitude un petit peu défensive à la mairie, mais c'est parce qu'elles se disent on n'a pas intérêt à faire mal à mon gosse, quoi. Oui, c'est un peu ça. C'est vraiment touchant, parce que moi qui les connais, je sais qu'elles avaient très envie de soutenir leur enfant, mais elles avaient beaucoup de mal à le dire ouvertement. Et pour certaines mères, il est plus facile de manifester son amour en émettant des doutes qu'en disant vas-y, fonce, je suis derrière toi. Alors, quand vous avez évidemment associé Mélina à Yannick, qui est un pompier de 28 ans, 77% de compatibilité, on l'a vu. Quand je dis vous, c'est vous et Pascal de Sutter, l'autre psychologue de l'émission. Évidemment, Mélina, vous avez eu la surprise à la mairie. On va voir les images dans quelques instants. Votre première image, première réaction, qu'est-ce que c'était? Comme ça, le premier truc qui vous est venu, c'est quoi? Quand j'ai vu Yannick à la mairie, c'était waouh. J'ai eu un seul mot, c'était waouh, parce que... C'était vraiment. Beau gosse, il est bien, il est comme ça. C'est tout ce que je voulais. C'était l'homme parfait. Et là, on vous voit effectivement arriver. Pourquoi les avoir associés? Qu'est-ce qu'il y avait qui unissait plus qu'il ne séparait, évidemment, Yannick et Mélina? Est-ce qu'il y avait un petit truc en particulier dans leur compatibilité qui vous a, vous et Pascal, décidé à les
Alors j'ai très envie de vous répondre, ça saute aux yeux. Mais physiquement, en tout cas, effectivement, quand on les voit, il y a certains mariages qui sont moins à l'œil, qui sont moins compatibles que ceux-là. C'est vrai que c'est une très bonne question parce que la caractéristique du couple de Yannick et Mélina, je suis désolée, tu vas avoir les détails maintenant. Non, allez-y. Dites-nous tout, on est là pour ça. C'est que on établit la compatibilité avec énormément de variables. Et ce qui était très intéressant avec Yannick et Mélina, c'est qu'ils se complétaient énormément. C'est-à-dire qu'ils ont des personnalités très différentes, mais qui se complètent et qui s'emboîtent comme un puzzle. Et ça, c'était assez inattendu. On n'a pas cette configuration très souvent. Et c'était formidable. C'est-à-dire que là où Mélina est quelqu'un d'extrêmement cérébral, qui réfléchit, qui pose tous ses choix, qui réfléchit beaucoup, Yannick est quelqu'un de beaucoup plus instinctif. Alors attention, il est réfléchi aussi, mais il est beaucoup plus dans le lâcher-prise. Il fait confiance à son intuition. Il se fait confiance tout seul. Et ça, c'est super parce que ils se soutiennent comme ça. Et c'est en se complétant que le couple a tout de suite matché très bien le jour de mariage. Ça se voyait tout de suite. Il y avait souvent les couples les plus solides dans la vie. Oui. Et puis alors, il y a les copains de Yannick, on l'entend, qui disent « Ah là là, j'espère qu'il ne va pas se laisser faire ». Mais c'est une dynamique qui fonctionne. Et je trouve qu'en ça, ils sont un couple, ils sont tout à fait représentatifs d'un couple moderne, c'est-à-dire une jeune femme qui se laisse pas oublier dans le couple, qui prend des décisions, qui existe. Et ça, en ça, Mélina est parfaitement représentative de sa génération. Et la féministe que je suis. Merci. Très fière. Sarah. Oui, nous sommes toujours en direct sur la page Facebook de TV Magazine. Et une question d'Elisabeth pour Mélina. Comment vous vous êtes trouvée à l'écran pour la semaine dernière, pour le premier épisode ? Est-ce que vous vous êtes regardée déjà ? Oui, alors... Il y avait une angoisse ou pas quand même ? Oui, pour être totalement transparente, effectivement, j'appréhendais de me voir à la télé et tout ça. C'est vrai que on ne sait jamais comment... On a toujours un regard critique davantage quand c'est nous. Enfin, moi, je sais que... Voilà. Et finalement, je me suis reconnue à 100%. C'est ça qui a été très agréable parce que on me reconnaît vraiment dans toute... que ça soit physiquement ou que ça soit au niveau du caractère, ma personnalité, ma sensibilité et mon caractère aussi. Donc il y a vraiment tous ces aspects-là qui me caractérisent et du coup j'ai été très contente. C'était fidèle à ce que vous aviez fait à votre montage. Estelle, dans le passé, il y a déjà des candidats qui se sont plaints du montage. C'est souvent le cas dans des émissions comme ça, dites de réalité ou de docu-réalité. Oui. Vous pouvez le comprendre, vous, parfois Oh là là, absolument. Oui, c'est normal parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des jeunes gens qui sont extrêmement investis, qui sont extrêmement motivés et qui ne sont pas du tout dans le milieu télé. Et donc, ils vivent tout avec une caméra au quotidien qui est tout le temps braquée sur eux. Et c'est tout à fait légitime d'imaginer que tout ce qu'ils vivent va être montré par la suite. Malheureusement, ce n'est pas possible parce qu'une émission... obligé de couper, bien sûr, c'est des heures et des heures. Dans la réalité, ça dure plusieurs jours, donc il faut qu'il y ait des choix qui soient faits. Les choix qui sont faits sont des choix que l'on choisit ensemble, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre en lumière des aspects caractéristiques du fonctionnement des participants, mais aussi du fonctionnement des couples en général, de manière à ce que l'expérience soit très identificatoire pour les gens qui la regardent et surtout qu'ils apprennent des choses. C'est pour ça qu'on choisit les images à montrer et c'est pour ça que lors de ce qu'on appelle les fonds verts, c'est-à-dire les moments où on nous voit, Pascal et moi, commenter des images, on donne des conseils, on essaye d'être pédagogique au maximum. Mais c'est quand certains disent on a montré que les moments où j'étais désagréable et tout, alors que j'ai été aussi très cool dans plein d'autres moments, vous pouvez le comprendre aussi que ça leur fasse de la peine. Oui, mais vous savez, on parle toujours des trains qui arrivent en retard. Hein. Oui. Quand on est concerné, on a l'impression qu'on voit que les images négatives et on a tendance à oublier tout le reste. Et je pense que la popularité de chaque participant indique quand même que malgré les moments où on peut péter un plomb, on peut se mettre en colère, on peut être un peu pénible, à côté de ça, on est vachement sympa. Il y a plein de trucs qui se passent et les gens ne sont pas dupes, évidemment.
Juste un petit mot évidemment sur vous et Yannick, encore une fois. Vous êtes dit oui, hein, évidemment, c'était la semaine dernière, et vous êtes même embrassés directement comme ça. C'est la première fois que vous embrassiez un inconnu ou pas, Mélina? Alors, Quelqu'un vous connaissez depuis 2 Mais minutes. quelle question, Nicolas? Ah non, mais je demande. Alors, c'était la première fois, effectivement, que je faisais le premier pas pour embrasser un homme. Déjà, c'est important de le souligner. Donc, à quel point mon corps, je dirais, a parlé à ce moment-là. Oui, bien sûr. Effectivement, c'est ça qui parle, on le voit sur les images. Voilà, c'est ça. Je me suis dirigée vers lui, alors qu'à la base, je ne l'aurais pas fait hors mariage et hors expérience. Naturellement, c'est, voilà, je n'ai rien à rajouter, hormis cette alchimie, ce coup de foudre l'élan du cœur, absolument. Mais quand bien même on embrasse quelqu'un qu'on ne connaît pas, attention, hein, c'est de la spontanéité. Parfois, mais bien il faut sûr. faire confiance à son instinct. Absolument, non, mais c'est tout à fait le cas, tout à fait. Sarah. Une question pour Mélina encore. À quoi ressemble votre passé sentimental avant cette expérience de mariée au premier regard? Alors, mon passé sentimental, j'ai eu des longues relations, plutôt des relations qui étaient durables, plutôt des relations qui ont duré, mais effectivement, j'ai quand même assez été déçue. Et j'ai pas eu un parcours sentimental où c'était, ça a toujours été tout rose, tout simple, etc. Et j'espérais vraiment avoir une relation sérieuse et durable, mais rencontrer quelqu'un qui me corresponde. Parce qu'il faut le dire, on est dans une société où on est une génération, en l'occurrence ma génération, où c'est difficile de trouver quelqu'un qui nous corresponde, mais qui souhaite aussi s'engager dans la durée. Aujourd'hui, les jeunes, c'est pas simple, quoi. C'est un petit peu, on prend, on jette, c'est un peu grossier, mais c'est ça. Oui. Et on zappe, quoi, comme on zappe, on zappe très vite, à la moindre difficulté, on baisse les bras, et moi, j'ai pas cette perception-là du couple, donc voilà. Estelle, les candidats que vous voyez, hommes ou femmes d'ailleurs, quel que soit l'âge, c'est à peu près tous les mêmes profils, les mêmes parcours dans leur vie amoureuse, c'est-à-dire beaucoup d'échecs, beaucoup de mauvaises personnes rencontrées, j'imagine, c'est ça? Oui, très souvent, la grande majorité sont des personnes qui ont vécu longtemps leur relation dans des schémas de répétition desquels ils n'arrivent pas à sortir. Quand l'expérience leur propose, avec l'accompagnement et les coachings, de sortir de l'ornière. Et ceux qui tiennent et qui font une bonne expérience... Ça veut dire qu'à chaque fois, ils ont répété les mauvais... ce qui s'est passé, ils le répètent dans d'autres relations. Choisir systématiquement le bad boy de service, parce qu'on pense que c'est ça qu'on aime, et puis se retrouver toujours en échec en se demandant pourquoi. Les mêmes causes font les mêmes effets, toutes choses égales par ailleurs. Donc, il y a un moment, il faut enrayer la machine. Et Pascal et moi, on est là pour aider les participants à enrayer la machine. Sarah? Oui, alors j'ai une question de Gladys pour Estelle. Avez-vous vu la série En thérapie sur Arte? Et si oui, comment la trouvez-vous? L'œil de l'expert. Qui est un carton. Absolument, bien sûr. Alors, je suis en train de la regarder. Je n'ai pas fini de la regarder. Je suis en train de la regarder. Je ne vous cache pas que j'ai un peu de mal à la regarder le soir parce que j'ai un petit peu l'impression de faire des heures sup. C'est ça, boulot. C'est-à-dire que finir une journée avec des patients et arriver chez soi, regarder encore des patients. Bon, je pense que je le regarde bien. Ah oui, alors là, en revanche, je tiens à saluer le travail de conseillers techniques, des psychanalystes qui ont participé à l'écriture du scénario. Vraiment, ils ont fait un très bon boulot. C'est très rare de voir ma profession bien mise en lumière dans les films ou dans les séries. Surtout en France. Les anglo-saxons y arrivent correctement. Je pense notamment à Soprano, qui était extraordinaire. Qui était la première grande écriture de la psychanalyse à l'écran. C'est cliché en France dans les films et les séries en général. Parfois, oui, la tentation est grande, alors qu'il suffit de s'entourer de professionnels qui peuvent donner un conseil technique. Non, vraiment, En thérapie, c'est un bijou de réalisme. Oui. Alors, ce soir, on va assister évidemment à l'épisode 2 et notamment la suite de votre mariage, votre lune de miel, etc. Qu'est-ce qui va se passer comme ça, sans trop ça? Franchement, Nicolas, je me suis fait prendre la semaine dernière, donc là, maintenant, j'ai très envie de voir la suite. J'ai pas vu l'épisode en avant-première, rien, donc je suis un peu frustré. Comme ça, un petit teasing pour me donner envie d'aller voir ce soir. Là. Un petit aperçu.
Écoutez, je pense que vous verrez de belles choses. Ouais. Vous verrez la continuité du coup de D'accord. foudre. Je pense que le coup de foudre continuera d'agir, mais voilà, moi je vous donne rendez-vous ce soir, du coup. Sur M6, sur c'est ça, M6 pour à connaître 21h05, voilà. évidemment. et on est souvent obligé. Juste une autre question. Estelle, vous avez évidemment votre travail, votre cabinet en dehors. Comment ça s'est passé, notamment pendant le Covid? C'est une question que j'avais envie de vous poser. Vous avez continué à travailler. Est-ce que vous travaillez en visioconférence? Est-ce que vous continuez à avoir des patients? Et si oui, est-ce que vous avez eu des cas assez... est-ce que le Covid a engendré d'autres formes de symptômes chez vos patients, par exemple? Oui, absolument. Alors, pendant le premier confinement, c'était un confinement très strict, donc j'ai travaillé en téléconsultation avec mes patients. Et puis, quand le confinement s'est assoupli et que le ministre de la Santé nous a demandé nous a donné l'autorisation de retourner dans nos cabinets, là, c'était beaucoup plus confortable. Mes patients sont revenus. J'ai continué certaines téléconsultations avec les plus fragiles. Et puis, avec les nouveaux patients aussi, je leur ai proposé un cadre adapté, comme tous mes collègues en France. Par rapport à la symptomatologie, oui, effectivement, il y a eu énormément d'angoisse et puis des conflits de couple à gérer. Mais pour être honnête avec vous, c'était pas tellement pendant les 2 confinements que ça a été très très compliqué. C'est maintenant, parce qu'il y a un effet d'après-coup. Et donc, il y a des mouvements dépressifs que l'on découvre aujourd'hui avec des fortes symptomatologies. Profond. Oui. Ouais. Oui, bien sûr, quelques mois après. Ouais. Mélina, juste une dernière question pour vous. On va bientôt arriver au terme de l'émission. Est-ce que cette expérience, alors je ne parle pas du mariage, de ce qui va se passer ensuite, ça, vous ne nous direz rien, donc il faudra qu'on garde. En termes de votre expérience télé, c'est la première fois que vous participez à une émission, est-ce que ça vous a donné un petit peu envie d'être dans ce milieu, de faire d'autres choses, d'autres trucs, ou alors pas du tout, c'était pas plus intéressant que ça? Dans un premier temps, je vous dirais non, parce que vraiment ma priorité et mon souhait a été vraiment de participer à l'expérience, effectivement, Marie au premier regard, qui est une expérience télévisée, mais surtout ma priorité à ce moment-là, c'était vraiment de trouver l'amour, de trouver une personne avec qui construire, et vraiment, voilà, ça se tournait vraiment autour de mon avenir sentimental et mon couple et ce que je pouvais créer, notamment à savoir une vie de famille, etc. Pour l'instant, je ne suis pas favorable à... Et je n'y pense pas, d'ailleurs, ce n'est pas dans mes projets actuels. Vous avez un métier. Voilà, j'ai mon travail qui me passionne, j'ai des projets à côté, mais la télé, pour moi, ce n'est pas dans mes souhaits là, actuels. Et vous avez reçu des propositions Alors non, de production de télé-réalité? Non. Et pour vous dire, je ne me considère pas comme une personne de télé-réalité. Pour moi, j'ai participé à une expérience humaine, une expérience qui me ressemblait, avec une production géniale, des personnes bienveillantes et qui ont respecté mes souhaits, mes envies et mes convictions. Et ça, c'était le plus important. Merci beaucoup à toutes les deux. On passe à notre rubrique de fin, Merci le fameux sucré-salé. Le sucré-salé, c'est notre petite rubrique de fin. C'est comme dans la vie qu'on nous dit, vous êtes thé, café, vous êtes sucré-salé. Je vais vous faire 2 propositions et il va falloir choisir. On va voir si vous savez trancher. La première est pour vous, Mélina. Plutôt Estelle Dossin ou Pascal de Sutter? Estelle Dossin, voilà. C'est obligé, c'était obligé. Estelle, plutôt Mélina ou plutôt Yannick? Ah, les deux, il faut pas choisir. C'est comme si vous me demandiez de choisir entre mes enfants, c'est impossible. Alors justement, votre fille ou votre fils, allez-y, c'est la question suivante. Non, comme ça, allez se faire un petit resto, plutôt Yannick ou Mélina, comme ça, vous préférez? Ah non, les deux en même temps. Vous savez, j'ai vraiment l'impression, je les ai tellement accompagnés, j'ai des souvenirs, pour tout vous dire, quand je partais en vacances l'été dernier, j'appelais régulièrement mes participants et j'étais sur une aire d'autoroute et j'appelais Yannick qui était dans le doute. Il me disait « J'en peux plus Estelle, j'ai l'impression de la voir dans toutes les filles, dans la rue. Je regarde, je la cherche, je la connais pas. » Et je raccrochais, j'avais Mélina « J'en peux plus Estelle, je le vois dans tous les garçons. » J'étais mort de rire, c'était génial. Il faut que je choisisse après ça. Non, voilà. allez, on ne choisira pas pour ce coup-là. Plutôt La Villa des Cœurs Brisés ou 10 couples parfaits. C'est 2 émissions de dating très connues de télé. Vous avez regardé ou pas? Alors, je ne suis pas les télé-réalités, hormis La Villa des Cœurs Brisés, effectivement, parce que j'aime beaucoup dans le sens où chacun a une problématique liée à son passé sentimental et du coup, c'est vrai que les personnes sont là dans le but de résoudre ce problème-là pour éventuellement construire quelque chose après à l'avenir. Donc, je dirais plutôt La Villa des Cœurs Brisés.
Vous, Estelle, ça ou plutôt 10 couples parfaits qui essaient de faire un peu un mix de compatibilité entre les Ou plutôt question pour un champion, du coup. Ouais, plutôt ça, alors, d'accord. Voilà, on va faire ça comme ça. Vous pouvez aussi dire L'amour est dans le pré, hein, qui est aussi ce genre d'émission. La télé-réalité ou la vie en réalité? La vie en réalité, Ouais, 1000 fois. 1000 Ah fois. oui. Bien Vous sûr, aussi la vie oui. en réalité. 100 fois. Twitter ou Instagram? C'est peut-être un peu comme l'autre, hein, télé-réalité ou vie en réalité. Instagram. Ouais. Instagram. Vous aussi? Oui, oui, je n'ai pas Twitter. D'accord. Moi non plus. C'est pas grave, vous ne perdez pas grand-chose hein, sur certaines propositions. Apparemment. Merci beaucoup Estelle, en tout cas d'être Merci, venue nous Nicolas. voir. Merci Mélina. Merci à vous. Et bravo Merci, pour Sarah. votre première, vous avez été remarquable. On dirait que vous avez Merci. fait ça toute votre vie. Merci beaucoup. Et je rappelle qu'on vous retrouve ce soir dans Mariés au premier regard. On pourra suivre évidemment la suite de vos aventures avec Yannick. Voilà, sûr. le beau gosse qu'on voit ici. Vous allez découvrir la suite de leurs aventures et évidemment d'autres mariages à venir plus tard. Merci en tout cas d'être passé nous voir. Et nous, Sarah, on sera là demain matin. On sera là demain D'habitude avec un nouvel invité, l'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste, qui anime maintenant des primes de divertissement sur France 2, France 3, Jean-Luc Lemoine. Absolument, qui présentera un grand prime time qui s'appelle Rire contre le racisme, qui sera sur France 2. On en parlera dès demain et toutes vos questions avec Jean-Luc Lemoine. Bonne journée à toutes et à tous.